Bienvenue à la table ronde de ce soir sur la question des luttes locales et de quelles alliances pour gagner. On va commencer par une petite devinette. Quel est le point commun entre le projet d'extension de l'aéroport de Lille, le projet d'autoroute A69 dans la région toulousaine, la lutte contre l'envahissement publicitaire à Lyon et le projet de construction d'un méga oléoduc en Tanzanie porté par Total Energy? Quel est le point commun entre tous ces projets? Il y a des suggestions fort intéressantes dans le public. Et effectivement, c'est que ces projets sont très problématiques. Et un autre point commun, c'est que ce sont les invités d'aujourd'hui qui sont impliqués, non pas dans ces projets, mais dans les luttes pour s'opposer à leur réalisation. Et c'est vrai qu'à l'heure de la COP 30 au Brésil, on peut avoir l'impression que les questions climatiques et écologiques se décident à un niveau très lointain et sur lesquels on a peu de prise. Et les luttes à l'échelle locale sont l'un des moyens par lesquels il est possible de reprendre du pouvoir sur nos destins collectifs, notamment en matière d'écologie, d'aménagement du territoire, etc. C'est autour du thème de ces luttes locales qu'on se retrouve ce soir pour échanger dans le cadre des 21 heures de la non-violence organisées par Non-Violence 21. Et plus précisément autour de cette question, quelles alliances pour gagner ? En France, il y a de très nombreux foyers de lutte locale qui sont allumés dans toutes les régions pour lutter contre des pollutions, pour lutter contre des projets d'aménagement du territoire, d'infrastructures de transport ou d'énergie, pour lutter pour la préservation du vivant ou encore contre des projets néocoloniaux portés par des sociétés françaises. Tout le monde a en tête un exemple autour de soi pour préserver une allée d'arbres, pour empêcher l'implantation d'un entrepôt Amazon, d'une porcherie industrielle ou d'une voie rapide, pour maintenir une ligne de train, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un nombre relativement important de ces luttes aboutissent à des victoires en réalité. Des victoires qui peuvent être totales en empêchant ces projets d'aboutir, ou au moins partielles en les retardant ou en limitant les dégâts. Beaucoup de ces luttes ont également la particularité de se dérouler de manière non violente. Et beaucoup de ces luttes, enfin, engendrent une répression sous diverses formes. Et donc, on va mettre un petit peu toutes ces questions dans un grand chaudron et on va voir comment articuler ces différentes dimensions entre les luttes locales, les alliances qu'on peut tisser, les victoires, la non-violence et la répression. On a 2 heures ensemble, jusqu'à 19 heures. Et je vais commencer par interroger nos invités, que je vais vous présenter dans un instant. Et dans un second temps, vous aurez la parole pendant une bonne demi-heure pour échanger avec. Alors nos invités, c'est d'abord Thomas Otto du groupe national de surveillance des arbres, GNSA. C'est Charlène Fleury de Rester sur Terre, Stay Grounded. C'est Ala Bounaïdja Rachedi de Greenpeace France. Et c'est Benjamin Badouard, conseiller écologiste à la commune de Lyon. Et moi-même, je suis Guillaume Gamblin, journaliste à la revue indépendante Silence, que vous pouvez trouver notamment sur les bancs de l'audience. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser dans cette question des luttes, des alliances dans les luttes, sur les alliances facteurs de victoire. Je vais vous poser un peu cette question. Dans vos différents terrains de lutte, quelles sont les alliances que vous avez tissées ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'alliances, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs ? Et en quoi ces alliances sont-elles importantes et vous ont-elles permis parfois de gagner ? Je me tourne d'abord vers Ala Bounaïdja Rachedi. Donc Ala, vous êtes une activiste et une formatrice écoféministe et décoloniale. Vous êtes engagée au sein de Greenpeace France,
un mouvement interreligieux mondial pour la justice climatique et sociale. Et vous aidez notamment les organisations écologistes à s'outiller pour dépasser les formes de racisme en leur sein. Et j'ai un certain nombre de questions à vous poser plus spécifiquement là-dessus. C'est quel est le sens et quelle est l'importance pour vous de tisser des alliances entre les luttes écologistes, féministes et antiracistes? Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des alliances interreligieuses et interspirituelles dans lesquelles vous êtes plus spécifiquement engagés? Et il y aura peut-être d'autres volets dans cette question. Très bien. Merci pour la question et bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par présenter un peu Green Faith parce que pour parler d'alliance, je pense qu'on va d'abord parler de cet espace-là. Donc Green Faith, c'est un mouvement et une ONG interreligieuse, internationale et climat qui existe depuis plus de 30 ans dans le monde et qui est installée depuis à peu près 5 ans en France. Et c'est un lieu d'alliance d'abord parce que il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, à un sommet de la Terre au Brésil, des personnalités religieuses de différentes traditions ont fait une prière pour le climat et de là est né d'abord un projet qui était très centré sur le geste individuel. Enfin, on est dans les années 90, donc sur comment en fait pousser les communautés religieuses à avoir des gestes individuels écologistes et qui a grandi et qui a aussi approfondi sa réflexion et 10 ans, 15 ans plus tard, et notamment au moment des accords de Paris d'ailleurs, un tout petit peu avant et au moment des accords de Paris, le mouvement s'est un peu transformé et l'idée a été plutôt de rassembler des personnes de différentes traditions religieuses sur différents continents autour d'une conviction, c'est 8 personnes sur 10 dans le monde se disent croyantes. Et si ces personnes-là, si les institutions religieuses et les groupes religieux travaillent à les sensibiliser sur les questions climatiques et les enjeux de justice sociale et climatique, en fait, on entraîne beaucoup de monde. La deuxième chose, c'est qu'il fallait un angle d'attaque et Green Faith, avant tout, partout dans le monde, mène des campagnes pour la sortie des énergies fossiles. Donc c'était quelque chose de concret. Et la troisième, c'est de recourir à des actions de désobéissance civile non violente dans l'espace public avec la spécificité d'être visiblement religieux et religieuses, donc en habit, avec des personnalités religieuses, des leaders qui vont venir avec leur kamis, avec leur kippa, avec leur soutane, avec leur tenue religieuse pour manifester publiquement le fait qu'en tant que ce sont des activistes climat, ce sont nos activistes, en tant qu'activistes, mais aussi en tant que personnes de foi, il y a une opposition à des projets écocides et créant de l'injustice climatique et sociale. Et donc là, en fait, c'était un premier lieu d'alliance parce qu'il faut rassembler des personnes qui viennent de différents pays du Nord, pays du Sud, de différentes sensibilités religieuses, traditions religieuses, donc créer un espace de dialogue où on est d'accord sur les fondements de ce que je viens de vous dire, mais aussi laisser de la place aux réalités de ces personnes. Si on revient à une échelle française, on réunit des personnes de différentes communautés, et certaines vivent avec des réalités d'oppression et de violence qui sont différentes des personnes les plus privilégiées dans cette société. Donc on a des personnes chrétiennes qui sont majoritairement blanches et plutôt privilégiées quand on regarde un peu sociologiquement qui est-ce qu'on attire. Et on a des personnes musulmanes, des personnes juives, des personnes bouddhistes qui sont issues de minorités et qui vont avoir en fait des préoccupations ou associées en tout cas au terme de justice climatique une définition beaucoup plus large, puisque il y a d'abord les premières préoccupations, c'est celle de exister dignement dans un espace français. Donc il y a de la lutte antiraciste. Et ça, c'est pour répondre un peu à ta question, c'est une des premières étapes. Comment est-ce qu'on fait ça? Nous, on le fait déjà en interne. En fait, on crée un espace, un carrefour. C'est ce qu'on a essayé de créer, qu'on essaye de modeler petit à petit. Un carrefour où on peut à la fois mener des campagnes conjointes sur des cibles bien précises. Nous, c'est Total Energy, actuellement. Même si on voit bien le contexte français, on fait aussi depuis 2 ans de la lutte contre l'extrême droite une de nos fers de lance aussi, et donc du coup aussi tout ce qui est autour de la démocratie. Mais bon, en cible un peu climat 100%, c'est Total Energy. Mais comment est-ce qu'on crée un espace où tout le monde peut venir dans un contexte interreligieux, et comment est-ce que cet espace-là, il peut aussi
se réunir autour de valeurs qui ne sont pas forcément celles prônées dans les institutions religieuses. Et là, j'arrive sur la question du genre, parce que du coup, on attire des personnes et on essaie d'avoir des personnes qui sont, elles, racisées pour certaines, non racisées pour d'autres, et donc créer un espace où on nomme les oppressions racistes et où on réfléchit à comment est-ce qu'on fait, on crée un espace antiraciste, mais on n'est pas non plus tout bisounours et tout aveugle sur nos institutions religieuses, quelles que soient les religions, mais notamment abrahamiques. Et donc du coup, il y a aussi la critique de la place des femmes, des rapports de genre, de la place des personnes queer dans les institutions religieuses. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on a intégré à notre espace. Et l'idée, c'est justement de créer une alliance déjà autour de tout ça, en interne, et de penser et faire vivre cet espace au croisement de ces différents besoins et conditions. Et la première chose qu'on a fait, c'est d'abord admettre et voir les rapports de domination existants qui peuvent exister dans cet espace, et adopter des pratiques, que ce soit sur la distribution de la parole, ça c'est du basique au basique, mais voilà, sur la distribution de la parole, sur la non-remise en question de ce qui peut être énoncé par certaines personnes, etc. C'est aussi de la formation, et presque de la formation continue sur différentes thématiques. C'est aussi adapter les façons de fonctionner. On en parlera peut-être un peu après, mais en fait, quand on part en action de désobéissance civile, on pense déjà, en fait, nos publics sont des publics différents, connaissent une répression policière différente si jamais on se fait réprimer, ce qui peut arriver parfois. Et donc, du coup, qui est-ce qu'on va extraire en premier sur une action ? On a des personnes qui viennent aussi, des personnalités religieuses qui peuvent être plutôt âgées, qui viennent en fauteuil à des actions. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour assurer l'accessibilité et quel espace on choisit ? On ne va pas se mettre dans un endroit où il y a des escaliers, par exemple. On va penser en fait nos actions de manière à ce qu'elles soient les plus inclusives possibles. Et à ce qu'elles respectent, parce que c'est des équations très compliquées parfois, à ce qu'elles respectent aussi certaines traditions, certaines spécificités de certaines traditions. On ne bloque jamais à 100% un endroit, parce que nos rabbins activistes nous ont expliqué qu'il n'était pas possible pour eux de bloquer à 100%. Donc on va laisser un petit passage, ce qui permet aussi d'extraire des personnes au cas où. Donc c'est 2 en 1. Mais c'est aussi l'idée de penser et de repenser des actions, et ça c'est une forme d'alliance en interne. Après, sur le travail qu'on a pu faire, donc ça fait 5 ans qu'on est bien implanté en France, on va dire. Au départ, c'était un peu une organisation un peu vue comme ovni, et par les associations et institutions religieuses, parce qu'il y avait le côté activisme affirmé, et par les organisations et le mouvement climat, parce qu'il y avait le côté spirituel et religieux qui était beaucoup mis en avant. Et donc il y a eu un travail aussi sur le terrain d'aller rencontrer, dialoguer. Et aujourd'hui, on travaille autant avec des organisations comme Lutte et Contemplation, qui sont plutôt chrétiens, mais engagés pour le climat, et donc du coup qui sont un peu sur le même croisement où on est nous. Mais on peut aussi travailler avec des organisations telles que Action Justice Climat, 350, Greenpeace, etc. Donc les principales organisations de climat, et puis des collectifs féministes chrétiens, musulmans ou juifs ou bouddhistes, des collectifs antiracistes, des étudiants. Et donc on essaie aussi de tisser un réseau où on aura tout autant des scouts permaculteurs que des activistes de Greenpeace qui vont participer à nos actions. Et l'idée, c'est justement de créer un espace et de penser aussi des modalités et des lieux de rencontre qui ont des codes un peu hybrides, mais qui permettent à tout le monde de s'exprimer et à tout le monde de se sentir bienvenu et à tout le monde de passer à l'action. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, donc il me reste 2 minutes. Et quelles sont éventuellement des alliances, etc. J'ai un peu parlé de tout. Qu'est-ce que ça nous permet de gagner ? Ça nous permet de gagner une façon de faire et de toucher des publics qui ne s'engageraient pas forcément, en fait, ni sur des actions, des grosses actions, je sais pas, sur des AG de Total, ni parfois sur la thématique même de l'écologie, parce que on crée des narratifs, on crée des lieux, on crée des discours, on crée des représentations qui sont différentes de celles qu'on peut voir et associer au mouvement climat. Et donc du coup, ça permet d'attirer des personnes qui peut-être souhaitaient s'engager mais ne trouvaient pas l'espace. Et ça, c'est une de nos premières victoires. Et la deuxième, ça permet aussi d'avoir un rapport, notamment aux médias, dans le discours, dans le récit médiatique, etc., où
quand on dit la même chose que d'autres, on est un petit peu plus entendu ou mieux entendu. Et donc, du coup, il y a plus d'intérêt médiatique. On a des couvertures médiatiques qui sont assez importantes, malgré le fait qu'on soit, en France en tout cas, une petite organisation. Ça permet aussi, à travers tout ça, d'alerter les institutions religieuses et de pouvoir, en termes de plaidoyer, on a réussi petit à petit à avoir des représentants des différentes institutions religieuses en France qui intercèdent, entre guillemets, mais dans leur dialogue avec les instances politiques, avec l'Élysée parfois, etc., qui peuvent aussi porter nos sujets. Sans forcément être aussi vénère que ce qu'on peut l'être sur le terrain. Mais en tout cas, ça permet aussi, en termes de plaidoyer, d'atteindre avec une différente tonalité, une différente voix en fait, ces espaces-là. Et sinon, on a quand même des campagnes qui gagnent parfois, c'est tant mieux. Merci Hala pour cette présentation qui montre les alliances tous azimuts et vraiment qui sont créées au sein de cette organisation. Maintenant, je me tourne vers Charlène Fleury. Vous êtes coordinatrice de Rester sur Terre, Stay Grounded France, un réseau qui regroupe plus de 200 associations à travers le monde pour la réduction du transport aérien. Et vous êtes engagée particulièrement contre l'extension de l'aéroport de Lille. Alors toujours cette même question, dans vos luttes, quelles sont les alliances que vous avez tissées? En quoi sont-elles importantes? Et plus spécifiquement pour vous, comment les alliances entre les diverses luttes locales engagées sur le thème de l'aviation aident-elles chaque lutte en allant des alliances internationales aux alliances avec les riverains et les riveraines? Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Écoutez, oui, effectivement, donc Rester sur Terre est la branche française du réseau Stay Grounded, qui est un réseau qui milite pour le développement de transports plus soutenables et plus justes, et donc pour réduire le trafic aérien qui, lui, est non seulement climaticide, mais également une injustice criante, puisque pour rappeler un chiffre qui est assez parlant, 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions de CO2 de l'aérien. Donc c'est une réalité très concentrée, en fait, le fait de prendre l'avion. Et 80% de la population dans le monde n'a pas accès à l'avion, n'a jamais pris l'avion. Donc en fait, quand nous, tout un chacun ici au point éphémère, on a l'impression que c'est normal de prendre l'avion, et ça ne l'est pas du tout. Et c'est une réalité qui concerne une petite minorité de personnes dont nous faisons partie, mais qui va en fait avoir un impact colossal sur le climat au niveau mondial. Pour là-dessus vous mettre un chiffre, on dit souvent oui, mais l'avion c'est que 2,6% des émissions. Alors déjà, si on considère toute la chaîne de production du kérosène, etc., on est plutôt autour de 2,9%. Et 2,9%, c'est pas du tout rien. Si c'était un pays, l'aviation se classerait 6e pays mondial, juste derrière le Japon et devant l'Allemagne. Toutes les émissions du Japon et toutes les émissions de l'Allemagne. Donc là aussi, remettons les bons ordres de grandeur et l'aviation à sa place. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fédère des collectifs locaux qui militent à travers le monde pour la fin d'extension d'aéroports, contre des nouveaux aéroports, puisqu'il y a encore, pas en France, mais il y a encore énormément de projets de nouveaux aéroports partout dans le monde, qui militent contre des subventions publiques aux aéroports, qui militent pour une taxation plus juste de l'aérien, puisque peut-être faut-il rappeler également que le kérosène n'est pas taxé, alors que l'essence que vous mettez dans votre voiture l'est. Et donc on est aussi là face à une injustice et un deux poids deux mesures qui profite formidablement à l'aérien, j'ai envie de dire. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi cette mise en réseau en fait au niveau international? C'est très simple, c'est parce que pour qu'un avion atterrisse quelque part, il faut qu'il ait décollé quelque part. Et en fait, le trafic aérien est mondialisé. Et donc si on lutte que par un petit bout de la lorgnette, que dans son côté, dans son petit précaré, chez soi, contre l'extension de l'aéroport de Lille-Léquin, par exemple, où j'habite, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que cet aéroport, justement, il dessert des destinations touristiques, pour la plupart, qui vont en fait être prisées par les personnes qui vont prendre l'avion à cet endroit-là. Et donc, il est fondamental de tisser des liens avec
les autres luttes, et notamment avec les luttes dans le sud global. Et c'est ce que nous faisons avec Stay Grounded, puisque nous essayons d'avoir le plus possible de collectifs dans le monde qui se battent contre ces projets-là. Donc ça va être des communautés autochtones, par exemple au Mexique, où il y a des luttes très très vives, par exemple en Inde, par exemple en Corée. Récemment, il y a eu une victoire en Corée, et ça faisait vraiment chaud au cœur, parce que on ne connaissait pas du tout ce groupe et ils nous ont contactés très récemment pour pouvoir faire une action sur les vols de nuit en même temps que la journée internationale contre les vols de nuit qu'on organise maintenant tous les ans le 13 septembre. Et ils ont obtenu gain de cause et donc c'était vraiment très chouette. Et donc ce qu'on fait, c'est également valable en France, puisqu'en France, malgré la loi climat et résilience, il y a toujours des projets d'extension d'aéroports à peu près sur tous les plus gros aéroports. En gros, la dynamique, bon, sans vouloir rentrer trop dans le détail, mais la dynamique, elle est très simple en France. Alors déjà, on a le maillage aéroportuaire le plus dense d'Europe par habitant. Bien loin devant les Allemands et les Italiens. Donc on a beaucoup trop d'aéroports. Donc après, on vous dit oui, mais c'est pour désenclaver les territoires, nanana. Il n'y a pas moyen de le faire autrement, peut-être avec des trains, par exemple. Bref, et la deuxième chose, c'est que globalement, tous les aéroports de plus de 2 millions de passagers par an en France, donc c'est à peu près la taille de l'île Léquin, donc tous les aéroports plus gros que celui de Lille, sont rentables et même profitables, et donc ils ont envie de s'étendre pour faire encore plus de pognon. Et tous les aéroports de moins d'1 million de passagers par an environ, eh bien là ce sont des aéroports qui sont déficitaires et qui sont donc sous perfusion d'argent public. Avec donc l'argent du contribuable, on va renflouer ces petits aéroports-là pour soi-disant l'attractivité économique, pour maintenir un réseau d'aéroports trop dense pour notre pays. Voilà. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fédère ces luttes-là. Donc, il y a des luttes qui luttent effectivement contre les extensions d'aéroports. Il y a des luttes qui luttent contre les subventions aux aéroports, notamment à Avignon. À Avignon, ils ont décidé de faire fermer l'aéroport et je trouve que c'est vraiment un super objectif. On a également une lutte à Saint-Étienne qui lutte maintenant pour le bon usage de l'argent public et qui a assigné en justice le département de la Loire. Ça aussi, c'est des initiatives qui sont très intéressantes. Et puis, on a aussi des luttes locales contre des projets de biocarburants, puisque la grande excuse magique de l'aérien pour dire que tout va bien se passer, c'est qu'on va verdir nos transports aériens, on va le décarboner, et que donc on va le faire à grands coûts de carburants d'aviation durable, des SAF, des Sustainable Aviation Fuels. Et ces SAF ou ces e-SAF, il y a deux sortes. Si vous avez envie qu'on en parle, on expliquera la différence, mais bon, c'est pas important ici. On essaye d'implanter de plus en plus de projets de ce type en France, notamment près de Rouen, à Petit-Couronne, dans une commune qui est relativement sinistrée. Verso Énergie veut implanter une usine de e-SAF, de e-carburant, soi-disant pour décarboner l'aviation, en fait pour juste faire perdurer ce modèle contre lequel nous nous battons. Au niveau des alliances, j'avais envie de vous dire aussi, vous décrire un peu plus au niveau international. C'est pas le gros de mon travail, mais c'est intéressant parce que c'était dans la discussion préalable qu'on avait eue avec Guillaume. C'est le fait d'essayer de décoloniser notre réseau et donc d'arriver à avoir des pratiques qui soient les plus inclusives possibles pour l'ensemble du réseau. Donc, par exemple, la réunion internationale du réseau de Stay Grounded, elle se fait en 2 fois. C'est 2 fois la même réunion, mais sur 2 fuseaux horaires différents pour que tout le monde puisse y participer. Et ensuite, du coup, dans les prises de décision, on va agréger les différents tours de parole pour pouvoir impliquer tout le monde. Et on a donc une des 2 réunions qui se fait, alors pour nous, à Paris, le matin, qui a une interprétation en français pour que les personnes francophones qui ne comprennent pas l'anglais puissent suivre. Et l'après-midi, pour nous, le soir du coup, c'est plutôt avec une traduction en espagnol pour les personnes espagnoles. Et d'ailleurs, si vous avez des compétences en linguistique et que vous souhaitez nous aider, nous filer des coups de main sur ce type de réunion, c'est avec grand plaisir qu'on vous prend dans l'équipe des interprètes parce qu'en fait, c'est fondamental de pouvoir faire ça pour avoir un réseau véritablement inclusif. D'autres choses que l'on fait, c'est par exemple le fait de se questionner aussi sur nos pratiques. Quand on a une éducation occidentale un peu basique, on a tendance à être
très tourné, très agrippé à l'écrit. En fait, on fait énormément de comptes rendus, tout passe par l'écrit, il n'y a que ça qui vaut. Et ce n'est pas du tout le cas ailleurs dans le monde, forcément. Et donc, il y a aussi un questionnement sur ces pratiques-là. Pas envoyer des rapports de 25 pages à lire, à avoir lu absolument pour la réunion, etc., mais plutôt co-construire les dynamiques. Et puis, sur la question des alliances, il y a 2 grands types de publics auxquels on s'adresse et avec qui on travaille, et c'est super important. D'une part, ce sont les riverains d'aéroports. Donc, peut-être que vous en faites partie. Si vous vivez à proximité d'un aéroport et surtout sous les lignes d'atterrissage et de décollage, eh bien, vous devez savoir que le bruit est insupportable. Et quand je dis insupportable, ça n'est pas du tout une question de confort, c'est véritablement une question de santé publique. Et en fait, le problème, c'est que le trafic aérien croît à une vitesse sans précédent. Enfin, grosso modo, le principe, c'est de le faire doubler tous les 15 à 20 ans. Donc, si vous aviez acheté votre maison il y a 15 ans, eh bien, vous ne saviez pas que vous alliez avoir 2 fois plus d'avions 15 ans après. Et ce qui se passe, c'est que donc, ces riverains véritablement vivent un cauchemar, avec à la clé des problèmes de cancer, d'hypertension, de diabète, des problèmes d'apprentissage chez les enfants, et que ces personnes donc, sont en première ligne dans la lutte contre les agrandissements d'aéroports et contre l'augmentation du trafic aérien. Et donc, il y a une très grosse fédération de riverains avec laquelle nous travaillons. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, donc elle s'appelle l'UFCNA, l'Union française contre les nuisances des aéronefs, et depuis 5 ans que l'on travaille ensemble, ce qu'il y a de vraiment très chouette, même si on a donc des profils sociologiques très différents, puisque nous, on est plutôt issus du mouvement climat, un peu plus jeunes, etc. Eux vont avoir une vision... ils vont être plus installés dans la vie, des retraités, etc., qui ont aussi parfois une vision un peu plus réformiste des choses, qui ne se disent pas qu'on peut gagner forcément contre une extension d'aéroport. Donc, on essaye de travailler toutes ces thématiques ensemble. Et la grande victoire, que j'ai envie de vous partager, c'est véritablement qu'on a réussi des 2 côtés à faire un pas vers les revendications de l'autre, et on connaît bien le sujet de l'autre maintenant. Et donc, aussi bien moi, je vais être capable de parler des nuisances aériennes, du bruit, de la pollution atmosphérique, et de demander véritablement à ce qu'elles soient considérées dans l'équation. Et les riverains vont parler climat. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que dans tous les cas, notre demande, la demande de réduction du trafic aérien, eh bien, elle répond aux 2 problématiques qui, à l'heure actuelle, ne sont absolument pas adressées par les pouvoirs publics. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Parce que je ne me rends pas compte. 1 minute. 1 minute pour vous parler des salariés du secteur, parce que c'est vraiment important. En France, l'aéronautique est très puissante aussi parce qu'on a Airbus et parce que du coup c'est un bassin d'emploi à Toulouse, mais aussi dans toute la chaîne de sous-traitance qui est éparpillée, émaillée un peu partout en France. Et du coup, effectivement, il y a un enjeu à aller parler avec les salariés du secteur, à questionner justement la vision unique de leurs entreprises qui visent forcément la croissance à tout prix et qui en fait ne voient pas du tout qu'elle est en train de les précipiter droit dans le mur. Ce qui se passe, c'est que il va y avoir une contraction du trafic aérien, qu'on le veuille ou non, parce que il va y avoir une pénurie d'énergie fossile, parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus faire. Et donc en fait, cet entêtement des dirigeants à pousser la croissance coûte que coûte, elle met finalement les salariés comme première variable d'ajustement de cette équation. Et ça, c'est pas du tout OK. Et donc, on travaille notamment avec la CGT Aéro, mais pas seulement, à essayer d'imaginer d'autres futurs possibles, des reconversions et des plans de réduction de la production qui soient faites véritablement avec les salariés du secteur. Voilà. Merci Charlène. Alors sans transition, je vais interroger Thomas Otto. Thomas, vous êtes coordinateur du pôle action du groupe national de surveillance des arbres, GNSA, et vous avez notamment participé en tant qu'écureuil, ce que l'on appelle écureuil médiatiquement, aux occupations d'arbres, et notamment sur le tracé de l'A69, de l'autoroute A69.
Donc pareil, la question des alliances que vous arrivez à forger à la fois au niveau local dans la lutte contre la destruction de ces arbres par des projets d'aménagement et aussi des alliances au niveau national ou médiatique. Et puis, je voudrais aussi ajouter un petit volet qui peut nous amener un petit peu plus du côté, qui peut sembler nous amener du côté de la poésie et de la philosophie, mais qui est très, très concret aussi. C'est, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, vous qui restez longtemps perchés dans des arbres, sur l'alliance entre humains et non-humains lors de ces actions d'occupation? Alors, vaste sujet. Du coup, on va commencer par le début, sur le côté... déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Et d'être là, c'est déjà une alliance. Et ce n'est qu'une alliance parmi toutes les autres. Alors moi, je vais vous parler donc, du groupe national de surveillance des arbres que j'ai rejoint pour cette fameuse lutte contre l'autoroute A69. Donc je vais faire un bref récap de ce que c'est que cette autoroute pour que vous ayez bien le décor dressé. C'est une autoroute qui date, un projet autoroutier qui date d'il y a 30 ans entre Toulouse et Castres, qui a été voulu par Pierre Fabre, le grand magnat pharmaceutique qui habite à Castres et qui détruit le vivant, mais qui propose des solutions à base de plantes. Ça, c'est autre chose. Et du coup, ce projet est ressorti des cartons il y a quelques années, il y a 3 ans. Et pour ce faire, il fallait qu'ils détruisent et des zones humides, et des terres arables, et des arbres. Moi, je suis cordiste de formation, donc j'ai la capacité d'évoluer sur corde en toute sécurité. Et il y a un certain Thomas Braille qui est arrivé, qui s'est logé dans un arbre à 5 km de chez moi. Et je me suis dit, j'ai les capacités techniques. Lui, il vient d'ailleurs, un peu plus loin, il vient s'opposer à un projet. Je peux pas. Voilà, j'y suis allé, je l'ai rejoint, et depuis, j'ai mis le doigt dedans, et depuis, j'y suis passé tout entier. Et voilà que maintenant, je suis coordinateur du pôle action, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on peut éventuellement mener répondent à un protocole, quoi. On ne se jette pas dans un arbre comme ça, indépendant. Enfin, si la lutte est perdue, on n'y va pas. On y va parce qu'en fait, nous, on croit vraiment à la justice. On pense qu'on ne va pas gagner contre l'autoroute en occupant des arbres ad vitam aeternam. Nous, en fait, on va occuper les arbres parce qu'il y a une faille juridique. Par exemple, ils n'ont pas la dérogation d'alignement. Il faut, pour abattre des arbres d'alignement, une dérogation. On sait très bien qu'ils ne le demandent pas. Ils ne prennent même pas la peine de le faire. Du coup, on se loge dans l'arbre. Le temps qu'ils la demandent, on gagne du temps. Parce qu'en fait, le temps de la justice est un temps long, mais le temps des bulldozers et des tronçonneuses est un temps très court. Et en fait, ils se sentent impunément capables d'abattre n'importe quel arbre. Ils n'ont pas la notion du vivant, en fait. Donc là, c'est là où nous, on rentre en jeu et on se loge dans les arbres pour gagner du temps, pour que la justice passe. Tout ça pour vous dire que quand on a commencé à occuper des arbres, la première des alliances pour nous qui a été efficace sur le terrain, c'est qu'il y avait un collectif qui s'appelle La Voix est libre, qui, eux, avaient étudié le dossier, mais au bout des doigts, il y a 5 personnes qui connaissent le dossier, mais alors... des horlogers, quoi. Et donc, il suffisait qu'ils me disent, là, ils vont intervenir là dans 3 jours, et hop, on y allait. Et en fait, à chaque fois, ils ont été surpris qu'on soit en place, et ça, c'est une alliance qui est magique. Là, on est en lien avec un collectif, Alouette 147, qui est au-dessus de Limoges, qui rentre en lutte contre une 2x2 voies de 5 km pour un coût de 132 millions, pour gagner 1 minute de trajet. Donc en fait, ils ont eu vent de l'autoroute. On est allé faire un ciné-débat avec eux, on a rencontré des gens des collectifs. Et en fait, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit qu'il faut qu'il y ait des gens, qu'il faut qu'ils aient des juristes, des avocates qui décortiquent tout ça. Et des gens qui étudient le dossier au niveau du planning des travaux. Et après, on peut rentrer en lutte éventuellement au sol ou éventuellement dans les arbres. Donc la première alliance, c'est ça. C'est des gens qui connaissent le dossier sur le bout des doigts, qui après peuvent dire à des gens qui sont capables de mener des actions, d'aller mener des actions. Et après, quand on s'est retrouvé dans les arbres pour éviter qu'ils les abattent, en tout cas pour gagner du temps, parce que le temps de déloger des gens dans les arbres, ça demande plus de moyens techniques, plus de temps que de déloger des personnes au sol. Et là, il s'est créé des alliances, en fait. Alors nous, c'est les écureuils, mais il s'est créé une espèce d'écosystème, c'est-à-dire qu'il y avait des écureuils dans les arbres, et après, il y a eu des abeilles et des castors et des hérissons. En fait, les abeilles, elles faisaient à manger chez elles. Il y a les castors et les hérissons qui nous ramenaient à manger sur place. Et c'est même pas nous qui l'avons créé, ça s'est créé. En fait, l'alliance s'est faite d'elle-même. Parce que les gens qui étaient contre cette autoroute, les gens qui habitaient sur le tracé, à qui on avait dit il va y avoir une autoroute, bon, sur le papier, il va y avoir une autoroute. Mais une fois que les arbres commencent à tomber, les gens venaient nous voir en nous disant mais moi j'ai toujours connu cet arbre-là, là, je reconnais même pas le rond-point, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils se sont impliqués en fait.
Ils sont venus nous apporter à manger, à boire, mais on n'a jamais aussi bien mangé que dans les arbres. Essayez, c'est super. Après, il y a eu des alliances avec des fédérations, par exemple comme la Confédération paysanne, ou des gens qui ont le même intérêt pour nous face aux vivants. Et eux, pareil, ils ont des terres, par exemple, qui sont impactées par le tracé. Et du coup, c'est plus facile pour nous d'aller occuper des arbres qui appartiennent à un agriculteur qui est de la conf que d'autres structures. Voilà. Et après, il y a eu des alliances au niveau... nos actions, elles sont importantes parce que, comme je disais, elles ralentissent le temps pour que la justice passe. Mais elles sont aussi efficaces parce qu'il y a un côté médiatique, un côté un peu clinquant, quoi. Des gens dans les arbres, c'est pas tous les jours, quoi. Du coup, ça, c'est aussi des alliances parce qu'on a réussi à tisser des liens avec des médias activistes qui ont fait de belles images et ça nous permet de toucher plus de public, en fait, de défendre notre cause d'amener la cause devant beaucoup plus de public. Et ça, c'est aussi encore une alliance possible. Et là, après, les alliances, comme je disais, c'est quand maintenant, sur la 69, il y a plus, tous les arbres sont tombés. Mais en revanche, il y a, comme je l'ai expliqué pour Limoges, mais ça se passe aussi avec une étudiante de Sciences Po qui est à Oslo en ce moment. Et pareil, il parle d'une 2 fois 2 voies. Elle a eu vent de la 69. Et du coup, ça aussi, c'est des affaires. Et moi, je pense que l'alliance, en fait, c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, parce que c'est, je pense, la pierre angulaire d'hypothétique victoire, quoi. Parce qu'on est toujours un petit peu seul dans nos luttes. Et quand on sait que finalement, on n'est pas si seul, mais il suffit juste de s'allier, et ça nous donne la capacité d'avoir espoir, quoi. Et je vais terminer là-dessus, parce que pour rendre grâce au GNSA, enfin en tout cas pour être juste, il y a le côté écureuil qui est très visible, très médiatique, et c'est pour ça que je suis là pour en parler. Mais le GNSA, c'est pas que ça, en fait. 95% du GNSA, c'est des groupes locaux. Il y a 56 groupes locaux en France, et qui sont autant de sentinelles par rapport à la surveillance des arbres. C'est-à-dire que c'est des groupes locaux qui sont revendiqués. Et si une personne qui voit qu'il va y avoir des abattages et qu'elle se pose des questions dessus, elle va toquer à la porte du groupe local en disant est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Et là, les dossiers sont ouverts. Et ça permet, dans 56 communes de France, de prendre en compte des abattages qui souvent sont illégaux. Et en fait, ça, c'est une partie non visible, non médiatisée, mais hyper importante. Donc à ces 56 groupes locaux, voilà, je tire mon chapeau. Et en ce qui concerne l'alliance humain et non humain? Alors, oui. C'est intéressant parce que quand on passe du temps dans les arbres, en fait, il se passe un truc. Avant la relation humain-non humain, il se passe une relation entre soi et le temps qui passe. La première fois que je suis monté, moi j'étais dans mon hamac, il faisait froid, j'étais hyper emmitouflé, on aurait dit un nid. Moi j'étais super bien dans mon nid, duvet plus doudoune. Et en fait, il y avait des gens qui venaient au sol pour nous soutenir. Et au bout d'un moment, en fait, tu es même envie de dire, mais laissez-moi tranquille, quoi. Je suis bien. En fait, le temps passe pas pareil. Et quand on y passe du temps, nous on a pris l'habitude, je t'en ai parlé à la fois au téléphone, au début on disait de baptiser l'arbre dans lequel on est. Le premier qui grimpe dans un arbre, il a le droit de le baptiser. Puis en fait, on est revenu un peu sur la notion de baptême parce que c'était un peu connoté. Mais c'est une espèce de... C'est pas un baptême, c'est un jumelage en fait. Et de lui donner un prénom. Moi, j'ai donné le prénom de ma fille à un arbre que j'ai occupé longtemps et qui a fini par tomber. Et ben, c'est pas humain non humain directement, tu vois, ça passe par un côté anthropomorphique. Mais la relation change en fait. Et moi, j'ai fait des initiations à la grimpe d'arbres. J'ai fait grimper des gens dans les arbres qui n'avaient jamais grimpé. Et on avait installé un hamac. Et une fois qu'ils avaient grimpé, ils descendaient tout doucement, ils se positionnaient dans le hamac. Mais toutes et tous avaient un sourire, mais qui venait de l'enfance en fait. Et je pense qu'on devrait tous monter dans les arbres un moment pour voir la vie différemment. Et avoir cette relation avec le... Et moi, j'ai un ami dans la lutte, qui parle de ces arbres en fait comme nos contemporains, en fait. On a la même place. On a exactement la même place. On monte dans les arbres pour les défendre parce qu'ils nous défendent d'un environnement qui pourrait être hostile s'ils n'étaient pas là. Merci beaucoup, Thomas. Et on termine ce premier tour de questions autour des alliances avec Benjamin Badoir. Benjamin, vous êtes membre
du bureau national du parti Les Écologistes. Vous êtes délégué aux relations avec la société civile. Vous êtes également coprésident du groupe écologiste à la métropole de Lyon et vous avez fait partie du groupe anti-publicitaire Plein la Vue à Lyon. Alors, les questions, c'est avec le collectif Plein la Vue, quelles alliances est-ce que vous avez forgées pour quelle victoire? Et puis aussi, il nous a semblé intéressant d'avoir votre positionnement en tant qu'élu dans cet échange. En tant qu'élu local, quelles sont les alliances et les synergies possibles que vous pouvez forger avec la société civile pour soutenir les luttes et les aider à obtenir des victoires? Bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai 2-3 casquettes ce soir, mais qui, pour moi, sont assez liées et de toute façon avec un objectif commun à la fin. On a des combats communs, des objectifs communs et c'est ce vers quoi on veut tendre. Donc, quel que soit l'appareil, que ce soit une association, un syndicat, une structure, un parti politique, souvent, en tout cas de mon côté, ça va au même endroit et il y a donc différents moyens d'arriver à ces victoires. Effectivement, il y a plusieurs sortes d'alliances, de ce que j'ai vécu en tout cas, le côté association-association, côté politique-politique, parti-parti, et le côté même entre les structures de la société civile et les partis politiques, ça peut exister et ça marche aussi. Effectivement, moi, en 2017, j'ai fondé le collectif Plein la Vue, un collectif anti-pub à Lyon. Alors, je pense que vous êtes à peu près tous au courant de pourquoi on veut moins de publicité. Il y a le stand de résistance à l'agression publicitaire là-bas, n'hésitez pas à aller voir à l'occasion. Mais en gros, c'est parce qu'évidemment, déjà, dans les villes, quand on arrive dans les faubourgs des villes, c'est souvent moche. Les publicités, ce ne sont que les grandes entreprises qui en profitent. Ça pollue, ça fait la luminosité la nuit, ça pollue. Ça prend de l'énergie et puis aussi, évidemment, ça incite à surconsommer. On n'en a pas vraiment besoin et au-delà de ça, ça manipule, évidemment. Donc, il y avait ce besoin de lutter. Moi, tous les matins, quand je me réveillais, pendant 4 ans, en fait, pour aller au boulot, j'avais 10 minutes de marche et j'avais 2 panneaux. Je faisais 10 mètres. Pouf, je tombais sur 2 panneaux de 10 mètres carrés. En fait, ça m'a pris la tête pendant 4 ans et je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose. Et donc, j'ai créé cet assaut. Et en fait, j'ai eu tout de suite l'idée d'avoir une double stratégie, en fait, une alliance, une stratégie à la fois de politique, donc en luttant auprès des élus, en fait, en faisant du plaidoyer politique auprès des élus, avec un lien, en gros, scientifique, juridique, etc., sur amener des notes techniques, rencontrer les élus et leur parler de ces problématiques autour de la publicité. Et puis, une alliance autour de, justement, d'avoir des associations qui font partie de ce collectif. Donc, tout de suite, ce que j'ai voulu faire pour peser dans le débat public, c'est amener plusieurs associations de tout type, en fait, pas que des associations environnementales, parce que c'était trop facile d'avoir toutes les assos locales environnementales, et d'ailleurs elles sont venues, Greenpeace local, AJC, Alternativa qui était là, et d'autres qui étaient là, mais l'idée c'était d'amener, en fait, représenter un peu plus la société, et pas simplement les écololos qui aiment bien les oiseaux, qui sont contre la pub. Donc, je caricature, mais c'est ça l'idée, et pour être pris sérieusement par les différents groupes politiques, et pas que les groupes politiques de gauche, il fallait aller plus loin. Donc on a eu, avec les copains, on arrivait à avoir des soutiens d'associations d'aménagement du territoire, d'associations de quartier, d'associations féministes, d'associations confessionnelles aussi, différentes associations de plusieurs structures, pas mal de structures. À la fin, on avait 30 structures qui nous représentaient, de syndicats aussi, et qui nous soutenaient dans cette démarche. Donc quand on allait voir les élus, en fait, on pesait beaucoup plus fort que si simplement c'était quelques activistes qui demandaient une évolution de la loi. Et puis dans cette stratégie différente aussi, on faisait pas mal d'actions de rue et des actions de rue donc, qui fonctionnaient très bien médiatiquement. Et du coup, c'est important. Les élus, ils n'aiment pas trop quand on parle d'eux dans les médias, mais qui étaient toujours non violentes, non dégradantes. Et ça, évidemment, ça a joué parce que, il y a différentes stratégies. Mais en tout cas, ce coup-ci, on a souhaité faire une stratégie non dégradante, simplement en collant des pubs sur des pubs sur des pubs, ou de la communication sur des pubs, et ça fonctionnait très bien. Et donc, avec ces 30 assos, ça a bien fonctionné. Et surtout, en fait, il y a une asso qui a apporté encore plus, c'était l'Union des comités d'intérêt locaux. En fait, c'est une association d'une 60aine de comités de quartier, en fait, dans toute la métropole de Lyon, qui existe depuis un siècle, qui est clairement pas de gauche, qui défend que chaque personne défend ses quartiers, etc. Mais en fait, on s'est retrouvé avec cette association, et notamment son président qui connaissait très bien Gérard Collomb, qui connaissait très bien tous les barons locaux, pour résumer. Et en fait, on s'est retrouvé notamment sur le combat contre les écrans numériques.
Alors nous, on ne voulait pas d'écran numérique pour tout un tas de raisons que vous pouvez deviner, et lui, il n'en voulait pas parce que quand il était en voiture, il ne voulait pas que ça dérange l'œil et que ça provoque des accidents éventuellement si on regardait les écrans sur le côté. Ce n'était pas notre priorité dans le combat contre les écrans numériques, mais évidemment ça compte. Et en tout cas, cette alliance, en fait, elle a un peu dérouté clairement les élus locaux, et ça a eu un gros impact en local de s'allier au-delà de simplement notre cercle. Donc ça a bien fonctionné. Et cette lutte anti-pub 2018, 2019, 2020, elle a été très liée aussi au mouvement climat, démarche climat, où là aussi, en fait, ça a été une alliance de plein d'assauts. Là, pour le coup, c'était plus climat, mais la ville à vélo, Alternativa AJC, notre collectif anti-pub, et puis plein d'autres associations à l'époque. Et cette alliance, elle a vraiment donné de la force. C'est pareil, si c'était juste un appel par une ou deux assos, ça n'aurait pas forcément marché, mais l'alliance a donné de la force. Et pour les résultats, en termes de est-ce que ça a fonctionné, en fait, le débouché de tout ceci, ça a été les élections de 2020, en local et dans pas mal de villes de France d'ailleurs, avec la victoire des écolos et des copains de gauche, parce qu'on bosse tous ensemble. Et donc aujourd'hui, les luttes qu'on avait à l'époque, maintenant, on les met en place. Et par exemple, pour ce qui est de la publicité, on a donc fait un règlement de publicité qui a largement réduit la place de la publicité. Et par exemple, on a enlevé les 120 écrans publicitaires du métro lyonnais. Et je crois que ça, a priori, c'est le seul endroit au monde où on arrive à faire ça. Et je pense parce qu'il y a eu cette pression associative qui ensuite a eu un débouché politique, puisqu'à la fin, néanmoins, c'est quand même les politiques qui votent ou pas. Donc ça, c'est l'exemple pour moi qui a fonctionné au niveau associatif, même avec un débouché politique ensuite. Il y a aussi évidemment les partis politiques qui arrivent à travailler ensemble. Vous êtes bien au courant de 2022, NUPES, 2024, NFP, où on arrive à travailler ensemble. C'est vraiment pas facile. Notamment, ce moment-là, ça a fonctionné parce qu'il y avait un délai très court. C'est quand même plus simple. Quand il y a cet effet de sidération où on n'a pas le choix, en fait, c'est soit l'extrême droite, soit nous. On voit que ça a fonctionné. Évidemment, dans le moyen, long terme, on en est tous conscients, c'est très difficile, mais c'est aussi c'est difficile d'aller contre si les gens ne veulent pas. Mais nous, on lutte toujours pour que ça fonctionne et ces alliances fonctionnent. Et en local, pour l'exemple à Lyon, à la métropole de Lyon, ça fonctionne. Les politiques publiques qui sont faites aujourd'hui, elles sont faites parce qu'on arrive à s'allier avec ces différents partis. Et donc cette alliance fonctionne. Et tout seul, bon, on n'y arrive pas. Un parti n'y arrivera pas, en local au moins. Voilà, et puis le dernier petit exemple, je pense, c'est entre les associatifs, les structures en général, les syndicats, et puis les politiques. Ça marche aussi. Avec 2024, on a vu avec le nouveau Front Populaire, où pareil, c'était ce même état de sidération, où en fait, on n'a pas le temps de chipoter. On n'a pas le temps de chipoter sur les petites différences qu'on a entre nous en tant que parti, en tant qu'asso. Le risque est tellement énorme qu'il faut se mobiliser. Et ça a fonctionné. Nous, chez les écolos, on fonctionne dans ce système où on fait vraiment la différence. On essaye de pas de la récupération. Il y a les assos, les syndicats d'un côté et le parti politique de l'autre. Mais par contre, l'objectif, on l'a en commun. Et donc, on essaye d'aller à ce moment vers cet objectif. Ça a fonctionné. Et puis, évidemment, il y a souvent quand même du travail entre assos et politique de beaucoup de partis, de tous les partis de gauche, notamment, je pense, en fait, tout simplement quand il y a des gardes à vue. Les assos font souvent appel à nous et on y va autant que possible. Les parlementaires y vont autant que possible pour aller rendre visite, pour aller vérifier que ces lieux de privation de la liberté ils respectent les lois. Donc moi, je suis souvent allé avec un sénateur, avec Thomas Dossus, et ça ne respecte pas toujours les lois, mais en tout cas, ça met une petite pression quand même pour que ça soit fait. Il y a aussi évidemment des alliances où les membres des partis vont sur les luttes locales. On pense tous à Sainte-Soline, on en a bien reparlé ces derniers jours de Sainte-Soline. Il y avait beaucoup à Sainte-Soline d'insoumis, d'écolos, Marine Tondelier qui était très présente, qui a permis de faire, en fait, donner une autre voix que simplement la voix de Darmanin et des autres. Ça permet d'équilibrer un peu les débats et aujourd'hui, on en reparle encore. Donc là, il y a cette idée d'aider autant que possible les combats des associations en local. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais en tout cas, j'arrive à la fin de cette petite partie et dans l'idée que effectivement, il y a différents combats, différentes façons de combattre, soit associatifs, soit syndicats, soit partis politiques, mais à la fin, l'important, c'est l'objectif et on peut y arriver, notamment quand on est en alliance. Chacun à sa place, mais en alliance, ça marche. Merci beaucoup Benjamin. On a un tour de table là vraiment passionnant qui donne une diversité de manières d'appréhender les alliances dans les luttes. On continue à approfondir un peu la thématique. Je voudrais vous interroger maintenant autour de la question de la répression. On a vu encore tout récemment dans l'actualité cette question revenir avec justement Sainte-Soline et les révélations de Mediapart sur l'ampleur
voilà, et politique de la répression qui a eu lieu lors de ces manifestations. Alors, je vous pose cette question là de manière un peu plus transversale et vous pourrez vous passer la parole. La répression, c'est une composante malheureusement essentielle de nos luttes. Elle peut frapper sous différentes formes, de la répression policière à la répression juridique, etc. Il est important de bien s'y préparer quand on mène une lutte locale. Est-ce que les alliances vous permettent, selon vous, de mieux y résister, de mieux se protéger et de quelle manière Voilà. Est-ce que Charlène, tu veux commencer ? Je peux essayer. Alors, sur l'aviation, la répression, elle a changé du tout au tout en 2021 parce qu'ils ont criminalisé le fait d'aller sur un tarmac. Donc la loi a changé en fait suite à une petite vague d'actions où des militants étaient allés sur les tarmacs pour protester contre la hausse du trafic aérien. D'ailleurs, j'ai envie de citer qu'il y a 2 procès en appel qui vont se dérouler vraiment dans pas très longtemps. Donc le premier, ce sera le 1er et le 3 décembre. Ce sera les procès des 7 activistes qui étaient allés sur le tarmac de Roissy pour protester contre l'extension, donc le nouveau terminal 4, extension qui finalement a été abandonnée, donc donnant raison à ces activistes. Et il se trouve que ces activistes avaient été relaxés et que ça n'a pas plu au parquet et que donc le parquet a fait appel. Donc ils seront rejugés ces 1er et 3 décembre. Donc c'est des activistes de Alternative à Paris, AJC Paris, Non au Terminal 4 et Scientifiques en Rébellion. Et puis dans la même veine, et une action qui date quasiment de la même année, eh bien, c'est l'action des activistes de Greenpeace qui avaient repeint un avion en vert pour protester contre le greenwashing du trafic aérien et donc toutes ces fausses solutions qui sont instrumentalisées pour alimenter la croissance du trafic. Et ces activistes seront jugés à nouveau le 16 février prochain. Donc déjà 2 dates à noter dans vos agendas et si vous pouvez venir au rassemblement de soutien, c'est fondamental parce que, a priori, à ma connaissance, comme la loi s'est durcie, il y a très très peu de chances qu'on retourne sur les tarmacs et que de tels procès aient lieu dans le futur. Et donc maintenant les actions, bizarrement, voilà, la répression augmente, mais du coup nos actions diminuent en ampleur, en ambition en tout cas, et on a plutôt des actions symboliques qui vont moins aller dans le lieu, sur l'aéroport. Aussi, c'est un peu quelque chose que j'ai envie de mentionner parce que je suis face à Thomas. C'est vrai que c'est très difficile de défendre de se défendre contre une extension d'aéroport parce que une extension d'aéroport, c'est pas une nouvelle emprise foncière. On a souvent l'impression que ça va être une nouvelle piste qui va être construite ou quoi. Non, les pistes, elles sont pas saturées. Donc en général, l'extension d'aéroport, elle arrive sous une forme beaucoup plus sournoise, qui est la construction d'un nouveau hall d'aérogare pour accueillir plus de passagers, pour augmenter le trafic. Et du coup, c'est ce qu'on voit maintenant à Roissy. Le fameux Terminal 4 dont j'ai parlé tout à l'heure a été abandonné, mais un nouveau projet est en train d'être présenté. Et ce nouveau projet, c'est plein de petits aménagements qui font à la fin une augmentation du trafic équivalente à la moitié du Terminal 4 qui était prévu. Et donc on ne peut pas aller dans les arbres sur un aéroport, il n'y en a pas, mais on ne peut pas non plus se défendre. En fait, c'est pas un endroit qu'on a très envie de défendre. C'est un endroit vraiment très moche et hostile. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de se mobiliser sur ces luttes-là. Voilà, c'est juste ça, les gens le portent moins dans leur cœur. Que vous dire d'autre sur la répression ? Oui, peut-être dans la veine de la question d'avant, c'est vrai que nous, ce qui a été intéressant, ce sont les alliances avec les riverains, parce que les riverains sont quand même mieux installés dans la société que nous, ils sont moins vus comme de dangereux islamo-gauchistes, et du coup, globalement, avoir ces alliances avec eux, ça a permis de montrer une certaine figure plus
plus policés en fait, qui au final validaient en quelque sorte les actions menées. À l'île-les-Quins notamment, c'était amusant parce que nous, on était dans une dynamique d'alliance très forte avec les collectifs de riverains qui s'appellent les Survolés, ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Et par ailleurs, Darmanin nous classait, donc Nadalil, notre asso local, nous classait comme groupuscule à surveiller. Et ils avaient fait une cartographie des différents groupes. Donc nous, on était classés là, alors que par ailleurs, on essayait, on était en pourparlers avec les riverains de manière quotidienne pour sortir des communiqués de presse ensemble, quoi. Donc c'était assez rigolo. Merci. Ala, un mot sur la répression? Oui. Sur la répression, quand on a des publics qui sont divers, il faut distinguer les personnes. En France, il y a 2 catégories de répression. Il y a les personnes qui sont réprimées pour ce qu'elles font, et il y en a d'autres qui sont réprimées d'office parce qu'elles existent. Et en fait, tu disais islamo-gauchistes, en fait, les islamo-gauchistes peuvent être réprimés pour ce qu'ils font. Les musulmans sont souvent suspectés, réprimés par ce qu'ils sont. Et en fait, nous, on fait cette distinction-là, et c'est aussi intégré et pensé quand on pense des actions, et qui est-ce qui va être en première ligne, qui est-ce qui est en contact avec la police, qui est-ce qui prend la responsabilité d'eux. Parce que le degré de répression n'est pas le même, et parce qu'il n'y a même pas besoin de suspicion ou d'avoir fait quoi que ce soit. Et aujourd'hui en France, depuis plusieurs années déjà en fait en France, on en est là. C'est-à-dire que quand on regarde les réalités dans les communautés musulmanes, en 2015 je crois ou 2016, c'est un enfant de 6 ans qui est en garde à vue. En fait, et ça passe complètement sous les radars parce que ça concerne certaines communautés dont on dit qu'elles sont dangereuses, donc c'est pas grave si ça arrive à leurs enfants. Mais en fait, on a des niveaux de répression qui sont différents, déjà à l'échelle française. À l'échelle française, si on regarde la France hexagonale et les territoires ultramarins, les niveaux de répression sont également différents. Donc l'idée, c'est aussi pour nous, c'est pas l'idée, c'est le concept, c'est d'avoir ça en tête, de le dire, de le verbaliser, d'être d'accord autour, et de pouvoir agir sur une échelle en fait de soutien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un soutien immédiat parce qu'il y a une action, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un soutien constant parce que la répression, elle dure dans le temps, elle se prolonge, et la suspicion, c'est sur la personne, c'est même pas sur ses activités. Et si on regarde Nord-Sud, parce que j'ai dit qu'on était une organisation internationale, sur les mêmes campagnes, là où en France, on peut avoir un certain type de répression parce que on a bloqué une AG de Total ou je ne sais quoi, dans les pays du Sud, en Tanzanie et Ouganda par exemple. En Tanzanie, on a eu un cercle entier. Un cercle, c'est un groupe d'activistes Green Faith, non violents, qui protestaient contre le même projet ICOP de Total Energy, mais qui, eux, ont été arrêtés, privés de nourriture, privés de leurs moyens de paiement, obligés de faire des allers-retours, une fois qu'on a réussi à les libérer, tous les jours pour aller pointer, mais c'est 1h30 de route. Et c'est pour ça qu'on a fait symboliquement en France des actions où on était à jeun, parce qu'en fait, nos activistes, eux, quand ils sont arrêtés en Tanzanie, en fait, ils subissent beaucoup plus de répression. C'est des droits fondamentaux qui sont complètement niés, et c'est sur en plus c'est sur des suspicions, c'est même pas sur des faits. Et donc à échelle internationale, nos ressources, donc avocats, etc., juridiques, elles sont en priorité allouées en fait à des personnes qui font face à des niveaux de répression qui sont beaucoup plus importants. C'est pareil, j'ai une pensée là pour nos activistes au Brésil, parce que ces jours-ci déjà il y a une répression terrible. C'est le 2e pays au monde où les activistes sont les plus assassinés, le Brésil. Et là, avec la COP et le contexte, c'est pareil. En fait, si on a des ressources à mettre en priorité, c'est là. Et c'est dur à dire parce qu'en fait, on fait des choix. Mais une fois qu'on visibilise ces réalités-là, les choix qu'on fait de soutenir, ils sont aussi en fonction ils sont aussi calibrés en fonction de la répression, du niveau de répression qu'on peut subir. Merci, Ala. Benjamin, comment est-ce qu'en tant qu'élu, on peut soutenir et faire alliance avec des personnes, des militants, militantes qui subissent la répression ? Ouais, déjà, pour revenir, effectivement, moi je me rappelle à l'instant, en tant qu'anti-pub, quand on faisait ces actions en 2018, 19, 20, etc., on a fait des dizaines et des centaines, notamment de trucs basiques de recouvrement, mais un bout de scotch sur un panneau publicitaire avec une autre affiche. On n'a jamais rien eu
en 2 ans, des centaines d'actions. Éventuellement un petit contrôle par-ci par-là, mais rien. Il y a eu une action de rap là, il n'y a pas longtemps à Lyon, il y a 2-3 mois. Ils ont pris 40 heures de garde à vue, aussi parce que c'était des communications sur la Palestine, mais vraiment soft en l'occurrence. 40 heures direct. Donc je pense qu'il y a une petite évolution effectivement ces dernières années, ça ne va pas en s'arrangeant. Voilà là-dessus. Sur ta question, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'alliance elle peut se faire notamment quand il y a des répressions, aller en garde à vue et autres. Pour aller visiter et pour voir que l'état de droit est bien respecté. Et on sait que c'est de plus en plus compliqué. Et on sait aussi qu'il y a de plus en plus de garde à vue. Et en fait, que les parlementaires ne peuvent pas se démultiplier de partout tous les soirs pour aller visiter les dizaines de personnes en garde à vue. Ça devient compliqué. Et puis, j'avais un peu regardé est-ce que les élus sont un peu, subissent un peu des répressions, des violences. Clairement, il y a quand même une certaine sécurité en fait, quand même, du statut de l'élu. Néanmoins, on l'a vu aussi avec les Gilets jaunes, il y a quand même pas mal, notamment de parlementaires, en fait, qui ont été quand même violentés et autres, ce qui paraît hallucinant il y a encore quelques années ou quelques décennies où les parlementaires étaient vus comme ça. Maintenant, quand c'est les parlementaires qui ne vont pas dans le bon sens, on n'hésite pas à les mettre par terre. Il y en a eu plusieurs qui ont vraiment subi la répression. Après, au-delà de la répression, moi, sur le côté élu, je vois le côté violence qui est différente. En fait, c'est pas la violence avec des coups, des matraques et autres, mais il y a une violence, par exemple, où l'État donne de moins en moins de moyens aux élus locaux et on demande de plus en plus aux élus locaux de faire le travail de ce que l'État ne fait plus. Et donc, en fait, ça met une pression aux élus locaux et donc les habitants, eux, à portée de baffe, c'est le maire. C'est le maire et c'est les élus locaux. Donc, ils mettent la pression sur les militants. Donc, ça fait... Sur les élus. Donc il y a une sorte de violence, si on peut dire, mais qui fait que aussi il y a de moins en moins quand même de personnes qui veulent être maires, notamment dans les petites communes et autres, parce qu'il y a de moins en moins d'aide. Et voilà, c'est certaines formes de violence, c'est pas la même violence évidemment dont on parlait tout à l'heure, mais ça existe quand même. Et puis il y a une autre forme de violence quand même pour des élus locaux. Et globalement, c'est cette en gros trumpisation, désinformation, manipulation, les réseaux sociaux incontrôlables, qui arrive avec une puissance, voilà, qui arrive des États-Unis, du national et même en local maintenant, où justement, nous, avec nos petits outils locaux, nos petites concertations et autres, en fait, on lutte contre un truc beaucoup plus grand que nous, et on a beaucoup de mal, voilà, à lutter contre ça, quoi. Et on essaye on nous reproche de passer de faire de concertations et autres. C'est très très dur de lutter face à ça, et donc en fait, on essaye de donner le maximum pour l'intérêt général. C'est pas toujours parfait, ok, mais on donne le maximum de temps. Et à côté de ça, on a une machine, une vague d'extrême droite et de violence qui arrive contre nous. C'est quand même assez difficile aussi. Merci. Thomas, un mot ? Oui, plusieurs même. Avant de parler de la répression, parce que moi du coup, peut-être à tort, j'associe la répression aux forces de l'ordre. Mais avant d'être confronté à cette répression, on a été confronté, nous, à des actions violentes de personnes qui n'étaient pas d'accord avec notre positionnement parce qu'on était contre l'autoroute. Le tout premier moment où je me suis garé à côté du monument aux morts à Vendine, où je suis monté dans les arbres, on m'a embouti la voiture. Quand on était sur un autre point d'occupation, il y avait un véhicule en bas garé qui était aménagé, donc c'était un moyen pour nous de pouvoir aller dormir un peu au chaud de temps en temps, de se relayer. Une nuit, il y a un commando qui est arrivé, qui a ouvert les portes. Ils étaient habillés tout en blanc avec les combinaisons, avec un gros pulvérisateur de peinture hyper agressive. Là. Ils ont aspergé le véhicule, ils ont déchiré des bâches. Donc ça vient pas des forces de l'ordre, ça vient de groupuscules en fait. C'est allé très loin parce qu'il y a des gens qui ont mis aussi des panneaux, dont des chefs d'entreprise, qui ont mis des panneaux avec des cibles dessus, avec le nom d'agriculteurs qui nous avaient accueillis, nous ou d'autres militantes et militants, en disant vous accueillez des voyous, vous êtes des voyous. Bon là, ils ont caché d'incubation sur le dos et on espère qu'ils vont prendre cher. Il y a eu vraiment des actions comme ça qui venaient, donc pas des forces de l'ordre, mais de groupuscules, et ça a fini en apothéose au Verger, où il y a carrément des cocktails Molotov, et la personne est en train de passer devant la justice et est en train de dire qu'elle a été payée, elle fait partie du service de sécurité d'Atosca, donc le concessionnaire autoroutier, et est en train de dire qu'ils ont été payés pour avoir ce genre de... Mais ça a mis des personnes en danger de mort. Isaac, les gens qui habitaient sur place avec des enfants, ils ont quand même jeté des cocktails Molotov. Donc ça, c'est déjà un truc moi qui m'a effaré. Je pensais qu'on pouvait s'exprimer en disant on est d'accord, on n'est pas d'accord, sans en arriver là, quoi. Enfin, en tout cas, nous au GNSA, et comme je pense tout le monde, on est dans la non-violence, quoi. Et de se retrouver face à des violences, mais aussi fortes, à côté de chez soi, ça déstabilise.
Et après, alors, la répression policière, là, pareil, il y a différents stades. Il y a un stade qui a été vraiment très très bien parce qu'on a occupé les platanes à Vandine. Et après, on a réussi à tenir jusqu'assez pour que finalement, dans les calendriers, ils ne puissent plus abattre. Donc on s'est retiré, on s'est reposé tout l'été. Et on s'est dit, ils vont avoir d'abattre en décembre. On va remonter dans les arbres vers le 28 août. Dommage. À partir du 27, il y avait une battue administrative pour sangliers. 240 gendarmes. Les 3-8. 80 gendarmes, 80 gendarmes, 80 gendarmes. Sur toute la journée avec des spots, des drones, des hélicoptères. Tout ça pour nous empêcher de monter dans des arbres, quoi. Darmanin nous avait classé après Sainte-Soline la deuxième zone la plus sensible de France, quoi. Franchement. Il n'y a que des cheveux grisonnants en plus par chez nous. Enfin, on n'est vraiment pas dans la violence. Les moyens déployés pour nous empêcher de monter aux arbres. Et alors la dernière, moi, qui m'a vraiment choqué, parce qu'avant d'entrer dans cette lutte, j'avais encore un peu foi au fait que les forces de l'ordre étaient là pour défendre les citoyennes et les citoyens. Et bien, en fait, j'ai déchanté sévère. Quand il y a eu à la Crémarbe un lieu d'occupation hyper important, il y avait beaucoup d'écureuils dans les arbres. En plein hiver, ça a duré 39 jours de siège. C'était vraiment 39 jours. Les forces de l'ordre faisaient le siège en bas et empêchaient tout ravitaillement. Et quand tous les week-ends, tous les jours, on y était, on essayait de parlementer avec les forces de l'ordre en disant voilà, vous n'avez pas le droit. Enfin, même les gens en prison, ils ont le droit de manger. Donc, et ils nous disaient non, mais on ne les prive pas de nourriture. Et s'ils veulent manger, ils n'ont qu'à descendre. Ça a duré 39 jours. Et la nuit, ces mêmes forces de l'ordre tapaient sur des barres en métal, envoyaient des stromboscopes. Enfin, c'était de la torture psychologique, les empêchait de dormir. Et ça se passe en France, dans le Tarn. Donc voilà, au niveau répression, je pense qu'on est bien. Après nous, là, je peux apporter une touche d'espoir, c'est qu'en luttant dans la non-violence, tous les écureuils qui sont partis et en garde à vue et après en procès, finalement, ils sont tous libres à partir du moment où ils ont été désobéissants civils, mais dans la non-violence. Voilà. Eh ben, Thomas, c'est une transition vraiment parfaite pour aborder la dernière question que je vais vous poser avant qu'on puisse aussi échanger avec vous qui êtes là aujourd'hui. Je voudrais évoquer la dimension de la non-violence, étant donné qu'on est aujourd'hui au Festival des 21 heures de la non-violence, organisé par Non-Violence 21. Et la plupart des luttes et des moyens d'action dont vous parlez sont des moyens d'action sans violence, voire qui relèvent de stratégies d'action non violentes. Alors un petit rappel par ce qu'on entend par l'expression action non violente. Dans le champ de l'action militante, on entend une forme d'action qui emploie des panoplies très larges de moyens, depuis l'action symbolique jusqu'à l'action de blocage ou encore de désobéissance civile. L'action non violente, elle se base souvent sur la non-coopération avec le système que l'on combat, dans le respect de la personne adverse et en cherchant la cohérence entre les moyens qu'on utilise et les fins qu'on recherche. C'est souvent une action collective, organisée et planifiée. Alors, est-ce que vous pensez que la non-violence est un atout pour élargir les soutiens à la lutte et pour élargir le combat et créer des alliances ? Et pour faire face à la répression? C'est une grosse question en fait. Moi je dirais oui, mais. Et le mais est important parce que dans cette définition-là de la non-violence, on n'intègre pas ce qui peut se passer en interne comme rapport de domination dans la préparation d'une action non violente ou d'un événement non violent. Moi, il m'est arrivé de préparer des actions non violentes et en fait, en interne, subir des remarques islamophobes, me retrouver même à faire des stratégies avec mes collègues pour pas être en contact avec certaines personnes parce qu'elles étaient véhémentes face à moi en raison de mon foulard. Et du coup, est-ce que l'action qui en a résulté était vraiment une action non violente? Je pense pas. Et dans une autre configuration, en fait, je pense que définir l'action non violente uniquement par les modalités uniquement par les modalités qu'elle vise ou auxquelles elle se conforme est limitant. Parce que quand on regarde ce qui se passe à Rafah,
au sud de Gaza, il y a des personnes, de manière tout à fait non violente, qui bloquent des convois humanitaires. La modalité d'action est la même que celle qu'on a ici, parfois, pour bloquer des projets, etc. Et donc, est-ce que ça rentre dans la catégorie de la non-violence ou pas? Et moi, je vous pose la question, comment est-ce qu'on redéfinit aussi ce qu'est la non-violence? Parce que pour moi, ça doit s'inscrire pas uniquement dans des modalités, dans des façons de faire, mais aussi dans une pensée, dans un paradigme entier. En fait, c'est à quel moment on commence notre action, et donc le début même, lorsqu'on a l'idée, lorsqu'on se pose autour d'une table dans une cave ou ailleurs pour pouvoir discuter. Je pense que c'est à ce moment-là déjà qu'on doit être dans la non-violence et aussi réfléchir à politiquement qu'est-ce que ça fait, quel impact ça peut avoir sur d'autres publics, etc. etc. Donc oui, mais à condition de repenser ce qu'est la non-violence et de voir aussi les formes de violence qui parfois passent sous les radars et qui sont des pratiques dans nos milieux. Merci c'est très, très intéressant comme remarque. Et j'ai peut-être effectivement été un peu vite en oubliant de dire que c'est effectivement, je pense que dans la définition de la non-violence, on peut facilement s'accorder sur le fait qu'il y a quand même le fait de viser, de faire une action qui est porteuse de valeurs fondamentales, de liberté fondamentale, de droits humains, d'égalité, de valeurs démocratiques. Voilà. D'autres remarques sur ces questions? Oui, je peux essayer de me lancer. Nous, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que comme on est dans une stratégie d'élargissement des alliances au niveau des luttes contre l'expansion du trafic aérien, c'est nécessaire en fait de montrer patte blanche, comme je le disais au début, et d'être le plus respectable possible, et donc de montrer qu'on respecte aussi l'opinion adverse, qu'on n'est pas dans une stratégie trop confrontative, parce que sinon on perd les riverains qui effectivement ont tendance à être beaucoup plus modérés, j'ai envie de dire, que nous, mais qui ont un intérêt, c'est que quand on a envie de faire pression sur le politique, pour le coup, c'est la même stratégie que celle que décrivait Benjamin. Eux parlent à d'autres représentants politiques que nous, en fait. Pour autant, c'est vrai que j'ai aussi le sentiment d'un emprisonnement, d'un enfermement de nos stratégies de lutte, parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'urgence est toujours là, elle se fait de plus en plus grande, et en même temps, les moyens de lutter se restreignent de plus en plus, comme on l'a montré avec ce tour de table sur la répression. Et donc je me sens assez impuissante à dire, mais comment on fait pour lutter efficacement dans la non-violence? En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qui permettrait de décrocher des victoires dans une situation qui est de plus en plus tendue et, comme le disait Benjamin aussi, de plus en plus délétère avec les fake news, avec en fait une espèce d'atmosphère complètement, où l'extrême droite prend énormément de place maintenant, où tous les médias sont rachetés par Bolloré, où en fait du coup notre marge de manœuvre se fait de plus en plus faible. Et ça, vraiment, je vous pose la question, moi, je suis coincée là-dedans depuis un bout de temps, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement remporter des victoires sur nos luttes dans la non-violence. Alors, moi, je n'ai pas la réponse à ta question, mais je peux apporter un éclaircissement par rapport à nous, ce qu'on a vécu. Je ne pense pas qu'on puisse gagner des luttes par la non-violence forcément, systématiquement. La non-violence, ce n'est pas une arme à portée directe, on va dire. Par contre, ce qu'on peut gagner avec la non-violence, c'est de rassembler des gens autour de nous, en fait. Moi, je le vois quand on a pris des arbres contre la LGV. On est allé démarcher une fête publique qu'il y avait le soir, là. Et donc, on leur a expliqué, voilà, nous sommes les gens dans les arbres, là, pour les rassurer, pour se présenter. Et quand on leur présentait ça, qu'on venait aussi de l'autoroute, on a eu à chaque fois, oui, mais attention, vous êtes. En fait, ils avaient eux que les images de la violence par les médias. Et c'est compliqué parce que nous, on est non violents, mais on lutte en accord avec d'autres groupes qui, eux, s'accordent à être violents. Et c'est ça qui va faire image, en fait. Et là, c'est compliqué. Du coup, je pense qu'il faut s'obstiner
à mettre en avant la non-violence, et c'est très ingrat parce qu'il n'y a pas de retombée immédiate. Mais je ne pense pas qu'on puisse agréger plus avec la violence qu'avec la non-violence. Ouais, c'est une question délicate et je pense qu'il y a des fois, parfois ça peut fonctionner, la non-violence. Ça dépend des contextes et parfois c'est impossible. Moi j'avais 2 exemples où, alors, à la fois très différents et à la fois qui se rejoignent un peu dans la finalité, mais où en fait il y a une réponse qui passe pas par la non-violence. Le 22 février 2022, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, les écolos au niveau national, on a été les tout premiers à répondre en disant il faut armer l'Ukraine pour qu'ils se défendent. Effectivement, c'est pas très, voilà, c'est des armes, hein. Mais en fait, on peut pas laisser faire face à des agressions. Il y a des agressions où c'est difficile de répondre sans être au même niveau. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde a suivi. Voilà. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette réponse armée, il n'y aurait plus d'Ukraine sur la carte. Donc il y a des moments où en fait on n'a pas le choix. Il y a un autre exemple très différent et à la fois, et c'est toujours lié à cette, voilà, quelque chose en commun, sur Twitter. En fait, il y a eu un gros mouvement de départ l'année dernière de Twitter parce que ça part n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, les algorithmes sont faits pour mettre en avant l'extrême droite pour résumer. Il y a un gros mouvement de départ l'année dernière, en gros que de gauche, et même pas loin, pas du tout toute la gauche. Mais en fait, moi, je le vois en local, à Lyon, en fait, on est beaucoup à être partis, pas mal sont restés aussi, et en fait, les médias locaux ne vont que sur Twitter, quoi. Et on n'en parle pas beaucoup, mais les médias, tu en as parlé juste avant, et l'image est tellement importante. Malheureusement, on ne va pas faire le débat sur les médias, mais les médias sont d'extrême droite pour beaucoup, et de plus en plus, même en local. Et donc en fait, là, pour les municipales qui arrivent en mars, en fait, on a mis la stratégie on s'y remet tous à peu près d'un coup, là, en octobre. Et d'un coup, en fait, ça a rééquilibré les articles médiatiques. Pas au point d'aller tous dans le bon sens, évidemment, pas au point d'être neutre. Néanmoins, en fait, notre présence à répondre à toutes les fake news d'en face, et notamment notre ami Jean-Michel Aulas, en fait, à chaque fois qu'il met une dinguerie sur Internet, sur Twitter, on répond en masse. Et en fait, ça équilibre les débats. Donc voilà, on se sert d'un algorithme et d'un réseau social qu'on n'aime pas du tout pour ce qu'il est aujourd'hui, mais ça fonctionne dans cette réponse. Après, dans le plus positif quand même, évidemment, je disais tout à l'heure avec le collectif Plein la Vue, où on arrivait à agréger effectivement par cette image borderline, un peu, border, mais où on faisait du bruit dans la rue sans dégrader, mais ça faisait du spectacle avec les médias, justement, on se servait des médias, on faisait un peu du judo avec les forces de l'adversaire, quoi. Et ça a bien fonctionné et ça a permis d'agréger dans cette bonne humeur, dans cette envie de moins de panneaux publicités. En fait, notre slogan, c'était pas un slogan contre, c'était moins de pubs, plus d'arbres. En fait, les gens, ils veulent des arbres, ils veulent du positif, c'est non violent. Et le petit dernier exemple, c'est là, en tant qu'élu local, en fait, je trouve qu'on arrive à faire des projets qui montrent l'exemple par la non-violence. On a fait une centaine de rues devant les écoles où soit on a fermé la rue, soit on a vraiment apaisé. Les gens, voilà, il y a quelques habitants pendant quelques semaines qui vont faire la tête parce que ça leur va pas, ils peuvent plus y aller en voiture. Et rapidement après, 3 mois après, plus personne ne se souvient qu'il y avait des bagnoles avant. Et ce qui est marrant, c'est qu'à Lyon, il y a 9 arrondissements, il y en a 2 de droite, les 7 autres sont de gauche écolo. Les 2 premières années, il n'y avait quasiment aucune rue aux enfants dans les arrondissements de droite. Et rapidement, ils se sont dit, ben non, en fait, c'est quand même sympa. Et du coup, maintenant, même les arrondissements de droite se demandent à ce qu'on fasse de l'apaisement devant les écoles de leur arrondissement. Donc, en fait, par l'exemple aussi, ça fonctionne, mais là, c'est plus facile parce qu'on est au pouvoir. On n'est pas toujours au pouvoir. Merci. Les débats sont lancés. Voilà. Maintenant, c'est à vous la parole. Je vais faire passer un peu le micro. On va prendre peut-être plusieurs des questions par grappe. Ouais, j'ai une question pour toi. Du coup, ce que font les écureuils, c'est un moyen d'action qui est quand même assez connu depuis assez longtemps. Est-ce que vous faites le lien avec les mouvements Chipko, par exemple, ou les mouvements autochtones en Amazonie, de personnes, les mouvements Chipko depuis les années 70, des femmes, du coup c'est un mouvement écoféministe, des femmes qui embrassent les arbres, ou en fait qui s'accolent aux arbres pour empêcher la déforestation. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait? Est-ce qu'il y a des conversations avec des personnes ou... Alors non, il n'y a pas de lien physique, mais il y a un lien, on va dire, spirituel, parce qu'effectivement, elle nous inspire depuis le départ. Il y a eu un lien avec une autre personne qui représente beaucoup pour nous dans ce genre de mode d'action, c'est Julia Butterfly Hill, qui a défendu un séquoia et qui est resté plus de 700 jours
en haut sans descendre. Et elle avait fait un petit commentaire, un petit message de soutien pour les écureuils quand ils étaient privés de nourriture. Donc c'était un lien fort, c'était un moment très fort pour nous. On a en mémoire tout ça. On sait très bien qu'on n'a pas inventé la chose. Sauf que nous, on le fait avec les techniques modernes, enfin avec des cordes et pour pouvoir évoluer en sécurité, c'est hyper important pour nous en fait de ne pas mettre en danger quelqu'un parce qu'il défend un arbre. Et après, pour revenir sur la non-violence, pour nous, c'est plus facile de ne pas être violent parce que c'est notre positionnement, c'est l'endroit où on se trouve qui fait notre force. On n'a pas besoin d'être violent en fait. Parce que c'est très compliqué pour les forces de l'ordre de nous déloger et ça rajouterait à rien d'être violent. Donc c'est facile de dire qu'on est non-violent parce qu'en fait, on n'y gagnerait rien à ne pas l'être. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ces sujets ? Sinon j'ai quelques petites questions en réserve dans ma poche. Je voulais aussi vous demander à toutes et tous les quatre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire une chose qu'on peut faire ici, nous qui sommes ici, pour soutenir vos luttes ? Plein de choses même qu'on peut faire, pas qu'une seule. Merci. Ouais, plein de choses. La plus simple, la plus facile, vous signez la pétition contre l'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle parce qu'on a véritablement besoin de faire grandir la lutte sur ce sujet-là. Pour l'instant, pas grand monde est au courant et c'est aberrant. Donc ça équivaudrait à un demi-terminal 4, donc le terminal 4 qui est une lutte victorieuse en 2021. Ils reviennent avec un nouveau projet. Donc ça, signer la pétition, c'est pas, enfin, je sais que ça change rien les pétitions, mais ça crée en fait le mouvement ensuite pour pouvoir structurer la lutte au niveau local. Puisque là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'organiser une assez grosse campagne citoyenne dans toutes les communes qui sont impactées par le bruit aérien de Roissy et aussi à Paris pour faire connaître ce sujet-là, pour aller demander au maire de prendre position contre cette extension. Et puis, comme je le disais, si jamais vous avez des compétences en langue, on a tout un gros travail de traduction et de mise à disposition de nos ressources internationales en français et aussi donc, de l'interprétariat dans nos différentes réunions. C'est toujours intéressant et ça nous file un petit coup de pouce plus ponctuel. Et puis, que faire d'autre ? Non, c'est tout, c'est déjà bien. Voilà. Si le sujet aérien vous intéresse et la réduction du trafic aérien vous intéresse, ou alors son alternative, eh bien les trains, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles vous pouvez nous aider. Merci. Moi, ça va être assez simple, ça va être voter et bien voter. Globalement, moi je suis chez les écolos, donc évidemment je prêche pour ma paroisse, mais globalement il y a les municipales en mars. Et donc votez pour les listes qui selon vous, vont dans le sens de la protection de la planète et des solidarités. Ça, c'est très simple, vous aurez compris le message. Mais effectivement, en mars, il y a ces élections et on sait qu'il y a ce backlash écolo. Et si c'est écolo, c'est solidaire, puisque tout est lié. Et donc, en fait, il y a besoin de mobilisation à tous les niveaux, dans toutes vos communes, que ce soit à Paris ou ailleurs. Il y a besoin de mobilisation pour éviter en fait, que ce raz-de-marée de droite qui arrive des États-Unis et qui est de partout, là, qui arrive en France au niveau national, qu'on ait au moins des points de résistance dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les agglomérations, à la campagne, de partout. On a besoin d'être en résistance et en fait, il y a du pouvoir en local. Il y a beaucoup de pouvoir. On ne peut pas tout faire, mais on peut quand même beaucoup changer la vie des gens. Mais ce n'est pas automatique. Donc, il faut d'une part voter, faire voter vos voisins. Et puis, évidemment, si vous pouvez, vous investir vous-même. Après, quelle que soit la campagne à laquelle vous participez, il y a plein de moyens de s'investir. C'est du porte-à-porte, c'est du tractage, mais c'est aussi aider dans un bureau, il y a plein de trucs à faire. C'est 1 heure par semaine ou 15 heures par semaine, il y a le choix, mais être dans l'action aussi, ça aide pour se sentir mieux et lutter aussi contre cette éco-anxiété. Donc on compte sur vous d'ici mars. Ouais, du coup, moi, c'est ce dont je voulais parler, c'est justement, s'il y a un truc à faire, pas spécialement pour le GNSA ou quoi, c'est de se mobiliser. Ne soyez pas spectateurs de ce qui se passe autour. Renseignez-vous et rentrez en résistance, quoi.
Et c'est de la politique finalement, c'est de la politique de terrain, de rentrer en résistance, de s'opposer à un projet qui nous est imposé. Je vois cette autoroute là, il y a une nationale à côté hein, qui marche très bien. Une autoroute pour que ça rentable, c'est 20 000 véhicules jour, on est à peine à 8 000. Donc rien que ça déjà, bon, on se dit mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Donc mobilisez-vous, tenez-vous au courant et puis vous allez voir en fait ça donne du sens à la vie de lutter pour un truc auquel on croit. Et c'est pas mal par les temps qui courent. Ouais, dans la veine de voter, peut-être aussi vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. D'ici fin janvier 2026, ce serait bien de le faire, de regarder autour de vous aussi pour pouvoir voter en mars, voire pour pouvoir voter avant, on ne sait jamais, hein, les trucs Uno Reverse, là, dissolution et tout. Déjà, il y a ça, et puis nous soutenir, c'est peut-être... vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Green Faith, c'est sur notre site, greenfaith.org ou je ne sais quoi, vous tapez Green Faith France et vous êtes dessus de toute façon. Être tenu au courant, du coup, j'ai rien à vous dire publiquement, mais de ce qu'on pourra faire comme action ou de ce que, si vous souhaitez rejoindre, soutenir. On propose aussi parfois des temps de soins, ça c'est important. Parce que là, on a beaucoup parlé de répression, mais on est aussi un lieu où le soin communautaire est super important. Vous pouvez aussi nous rejoindre là-dessus. C'est tout, je crois. C'est essayer de soutenir, de ne pas se taire aussi quand il se passe des choses, parce que le soutien, déjà, ça fait du bien moralement et ça permet de tenir, et deux, plus on fait de bruit, plus on est unis, plus on peut être fort face à la répression. Merci. Et une fois n'est pas coutume, je vais aussi un peu répondre à cette question. Je pense que c'est très important de soutenir les médias indépendants, quels qu'ils soient, dans toute la grande diversité dans lesquelles ils existent en France autour des valeurs solidaires et écologistes, etc. Qu'ils soient par Internet, qu'ils soient sur papier. On a parlé tout à l'heure de fake news, on a parlé de montée de l'extrême droite avec les médias Bolloré, etc. Donc c'est un enjeu essentiel de s'informer de manière indépendante et différente. Donc voilà, moi je peux prêcher pour la revue Silence qui est ici, qui est une revue papier, mais il y a des dizaines d'autres titres passionnants qu'on peut choisir selon sa sensibilité. Comme il nous reste un petit moment encore avant de terminer, est-ce que vous avez encore des questions que vous aimeriez poser une question courte, et je garde le micro. Est-ce qu'on pourrait constituer des groupes d'action non violentes en corrélation avec des groupes d'action qui feraient des choses indépendantes et peut-être beaucoup plus significatives? Il y a déjà des mouvements qui sont un peu dans l'entre-deux. Et par exemple, on parlait de Sainte-Soline, les soulèvements de la terre. Alors, il y en a qui parlent de violence. En fait, c'est que de la dégradation, c'est pas de la violence. Mais ça a eu un impact assez fort. Donc je pense qu'il y a déjà des groupes qui vont un peu plus loin que simplement cette non-violence comme on peut l'entendre. Et donc là aussi, ils recrutent. Et avec une forme de fer qui est très, très efficace. On l'a vu avec Sainte-Soline, où ça allait loin. Mais voilà, c'était pas de la violence, c'était de la dégradation, simplement. Je crois on est vraiment sur un débat et où il y a des controverses assez fortes sur cette question-là, effectivement, sur les stratégies d'action. Est-ce qu'il y a ce que certains qui ne sont pas dans la non-violence nomment la diversité des tactiques, c'est-à-dire d'introduire des formes d'action qui ne sont pas non-violentes en lien. Est-ce que c'est possible de mélanger les deux? Est-ce que les deux doivent pouvoir se faire indépendamment? Je crois que dans beaucoup de mouvements d'action non violente, il y a cette idée que si les personnes veulent agir d'une manière différente que le consensus d'action non violente, elles peuvent le faire à plein d'autres endroits et à plein d'autres moments que l'endroit où on organise une action spécifiquement non violente. Mais j'ai conscience que le débat est très vaste et pourrait durer toute la nuit.
Moi, je voulais me tourner peut-être vers Ala, mais peut-être vers les autres intervenantes, pour savoir si la non-violence, si on peut la définir comme une action pour mettre fin à toutes les formes d'oppression, tout en évitant de produire soi-même des oppressions. C'est quoi les points de vigilance à avoir au cœur de nos organisations, au cœur de nos mouvements, au cœur de nos luttes? Est-ce qu'il fonctionne? Ouais. C'est allumé en rouge, donc j'ai checké avant. La première, c'est peut-être se regarder qui est autour de la table. Est-ce qu'on est des personnes qui se ressemblent? Est-ce qu'on est des personnes qui se ressemblent un peu moins, etc. Et de commencer par faire ce constat-là et de poser ensuite la question, dans la vie, ce que je fais, effectivement, on a dit activiste. Moi, je suis campaigner, je suis digital campaigner et je vais chercher des publics souvent dont le mouvement climat pense qu'ils sont peu ou pas intéressés par la question écologiste et qui, en fait, quand on déploie d'autres façons de dire, de faire, quand on a d'autres propositions, d'autres images, d'autres têtes de pont référentielles, etc., en fait, sont tout autant préoccupés, intéressés et peut-être prêts à l'action sur ces questions. Donc, en fait, c'est aussi faire ce travail-là de diagnostic. Qui est-ce qu'il n'y a pas autour de la table? Comment est-ce qu'on peut faire pour élargir? La première chose, souvent, c'est, dans 100% des cas, c'est se former sur les questions de sexisme, se former sur les questions d'antiracisme, se former sur les questions de queerphobie, de validisme. Ça, c'est super important quand on fait des actions, en fait, ou quand on a des espaces, s'ils ne sont pas accessibles, ça sert. En fait, la violence, elle commence dans ces espaces-là. C'est se former, être en dialogue constant et essayer de changer ses pratiques au fil de l'eau, individuelles et collectives. Et se dire que la non-violence, ça commence justement à cet endroit-là. Moi, je dis souvent que la violence, il y a une des formes de violence les plus invisibles et pourtant les plus présentes, c'est celle où on exerce un privilège. On exerce ses privilèges sur d'autres personnes. Un privilège, ça se construit toujours sur le déprivilège d'autres personnes. Et le fait d'avoir conscience, de prendre conscience de ces privilèges et d'essayer de remédier à ça ou de les partager ou de faire autrement en tout cas, ça, pour moi, c'est le début de l'action non violente. Merci. Est-ce que non, c'est une très belle parole de la fin, j'ai l'impression, pour notre échange. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi d'avoir été présent, d'avoir suivi ce débat.